J'attendais juste la minute de tolérance. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire à propos des vers de chalcogenure. Moi, je suis Francesco Da Capito. Je travaille auprès de l'ECRF au synchrotron de Grenoble. Et les deux intervenants d'aujourd'hui seront Andrea Pieristegui de l'Université de Montpellier et David Lecoq de l'Université de Rennes. Bon, les vers chalcogenure, c'est des vers un peu particuliers. C'est pas du truc vrai. C'est pas des systèmes grand public au même niveau que les vers d'oxyde, mais ils sont sauf à part l'utilisation dans les CD, dans les DVD. Vous savez, ils sont tendance à certains vers des chalcogenures, ils sont tendance très poussés à passer facilement d'une phase amorphe à une cristalline. Et peut-être c'est l'application la plus répandue des vers des chalcogenures, mais il y a bien d'autres qu'on ira présenter aujourd'hui et par Andrea et par David. Andrea nous parlera surtout des propriétés de transport électrique de ces vers et que ce n'est pas seulement les propriétés des GST qu'on utilise dans les DVD, mais il y a bien d'autres. Tandis que David va nous présenter un peu la partie technologique, comment préparer ces verres. C'est un peu plus compliqué que les verres d'oxyde et va nous introduire sur des sujets à propos de l'optique qu'on fait avec les verres de chalcogenure. Et du coup, je donne la parole à Andrea Pieristegui, Université de Montpellier. Andrea, the stage is yours. Bon, merci Francesco, merci l'USTB pour cette présentation. Et comme le dit Francesco, aujourd'hui, je vais vous parler des vers de chalcogenure, en particulier ce qui concerne les transports électriques. Alors, les vers de chalcogenure, c'est les vers homologues à les vers oxyde où l'ion oxygène il était remplacé pour l'ion chalcogène, soufre, sélénium ou tellure. De façon générale, ces éléments ils vont se combiner avec les éléments de les colonnes 3, 4 et 5, comme le charmanium, l'arsenic, l'antimone et le gallium. Étant donné la position dans la table périodique, dans le cas des vers de chalcogenure, on travaillera donc avec des atomes plus lourds que dans le cas des oxydes, avec une polarisabilité plus élevée et justement, dû à la présence des parts d'électrons libres plus actives, en fait, on aura aussi une photosensibilité élevée. Alors que les vers oxydes sont des isolants, en fait, les vers de chalcogenure sont des semi-conducteurs avec des gaps optiques de l'ordre de N à 3 électronvolts environ. Alors que les vers oxydes, comme vous le voyez ici, en fait, ils sont transparents dans la partie visible de l'espectre. Les vers de chalcogenure, ils transmettent de façon générale dans l'infrarouge. Et comme vous voyez, plus l'atome il est lourd, en fait, plus la fenêtre il va se décaler dans le lointain infrarouge. Quand ces matériaux ils sont dopés avec des ions alcalins ou de l'argent, comme vous pouvez le voir ici, en fait, ils vont présenter des conductivités ioniques élevées, beaucoup plus élevées, je crois 1000 fois élevées dans certains cas, bien sûr, que dans le cas des oxydes. Donc, comme je dis, en fait, c'est des atomes, on va travailler avec des atomes lourds et avec une polarisabilité élevée. Donc, on aura des densités plus élevées que dans le cas des oxydes. Ça donnera lieu, en fait, aussi à avoir, dans certains cas, des propriétés d'optique non linéaire intéressantes. Aussi, si on combine la dissolution des terres rares à la faible énergie des photons, on pourrait avoir, en fait, des propriétés de luminescence intéressantes. Enfin, et ça c'est surtout dans le cas des tellurures, en fait, quand ce type de matériaux ils sont soumis à des stimuli énergétiques, qu'il peut être un pulse laser ou un pulse électrique, comme bien l'a dit Francesco pour les mémoires optiques ou électriques. Dans ce cas-là, en fait, il va y avoir des modifications structurales marquées, ce qu'on appelle l'effet Opchenki, qui est lié à les changements
d'indice de réfraction. Alors, toutes ces caractéristiques particulières, en fait, ils vont donner à les verres de calcocyanure certaines propriétés, je dirais uniques ou non, certains cas, par rapport à les verres oxydes. Alors ici, en fait, je résume quelques applications. Il y aura des autres, mais aujourd'hui, en une heure, on ne peut pas tout parler sur les verres de calcocyanure. Pour ce qui concerne le transport ionique, en fait, on va trouver des applications dans les électrolytes solides, pour les batteries tout solides, pour les mémoires ioniques, et tout ce qui concerne pour la partie électronique, les mémoires optiques, comme l'a dit Francesco, l'application et la commercialisation des CVD, DVD, Blu-ray, et l'émergence en fait de nouveaux mémoires électriques, c'est les mémoires qu'on appelle matériaux changement de phase ou PCRM. Donc aujourd'hui, et par rapport à la partie infrarouge, bon, il y a plein d'exemples. J'ai juste cité quelques-unes ici, en fait. Aujourd'hui, avec David, comme bien l'a dit Francesco, on va essayer de vous donner quelques éclairages. Pour ce qui me concerne, en fait, je me concentrerai sur ce qui est lié à les électrolytes solides. Et David, en fait, comme il a dit, je ne vais pas répéter tout, comme ça je gagne quelques minutes. Et il parlera plutôt de l'optique aussi, de la synthèse des matériaux. Alors, pour ce qui concerne dans le domaine des batteries tout solides, ce qu'on va chercher, c'est de développer de nouveaux électrolytes solides, ayant pour but final essayer de fabriquer, d'élaborer une batterie tout solide au ion sodium. Le but, c'est, à l'échelle d'aujourd'hui, essayer de remplacer les électrolytes liquides inflammables pour des électrolytes plus sûrs, solides, et aussi remplacer le lithium, que c'est un élément rare, pour le sodium. Alors, pour obtenir une batterie monolithe, comme vous le voyez ici, en fait, c'est plutôt le verre et le vitrocéramique les candidats principaux, car on va pouvoir les densifier de façon pratiquement parfaite, et aussi, en fait, le fait que la partie vitrose elle peut fluer à certaines températures, on va pouvoir assurer en fait un bon contact entre les éléments des électrodes ainsi qu'entre l'interface électrode-électrolyte. À l'échelle d'aujourd'hui, je vous montre ici en fait une courbe de conductivité en fonction des températures, en fait, de différentes familles de sulfure, en fait. Et ici, vous voyez ce qu'on cherche, ou à partir de la conductivité qu'on cherche, on voit clairement que les verres, comme vous le voyez ici marqué en rond, en fait, ils présentent des conductivités faibles par rapport à cette application qu'on cherche. D'autre part, on a les nasicones, les bêta-luminants, qu'on les utilise à l'échelle d'aujourd'hui, mais ils sont subis à des processus, à une élaboration avec température de frittage trop élevée, de l'ordre de 900 000 degrés. Donc, on cherche à améliorer ça. Et je dirais que c'est plutôt, ça fait presque, pas encore, mais presque 10 ans, en fait, qu'un groupe japonais, en fait, il a pu mettre en évidence la vitrocéramique, une vitrocéramique contenant une phase métastable, la phase N3PS4, qui, comme vous voyez ici, en fait, à température ambiante, il a des conductivités assez remarquables et utilisables pour ce type d'application. Donc, à l'échelle d'aujourd'hui, du coup, si je résume, il y a, sauf ces phases, il y a toute une recherche de phases au sodium à faire. Et en général, ce qu'on va chercher, si je résume, on va chercher des vitrocéramique plutôt que céramique, conductrice pour ion sodium et sulfure. Et un point extra, en fait, qui a marqué cette découverte dans l'année 2012, c'est le fait que ces céramiques, ces vitrocéramiques, sont élaborées pas pour trempe classique, que c'est les choses qu'on fait d'habitude quand on prépare des verres et vitrocéramiques, c'est à partir de la synthèse par mécanosynthèse. Je pense que David peut-être vous parle un petit peu. Et suivi de recuits à très faible température, de l'ordre de 200 degrés. Alors maintenant, aussi, ces matériaux calcocyanure peuvent être intéressants pour la thermoélectricité. Alors, ils pourraient ou non, on verra à la fin de l'histoire.
Alors, il faut savoir qu'un matériau thermoélectrique il est caractérisé pour ce qu'on appelle les facteurs de mérite CDT. Ces facteurs de mérite ils dépendent de la conductivité électrique, de la conductivité thermique et de l'effet Seebeck. Donc, de façon générale, les matériaux thermoélectriques conventionnels sont des matériaux cristallins qui présentent une bonne conduction électrique et ce qu'on essaye en fait, c'est de détruire en fait, abaisser en fait la conductivité thermique. Dans l'étude que nous on a fait, en fait, on a essayé de partir à l'inverse. On a dit pourquoi pas partir des matériaux vitraux qui présentent déjà une mauvaise conduction thermique et essayer d'ajouter des métaux comme le cuivre dans notre cas, de façon d'augmenter la conduction électrique et bien évidemment ayant le but d'augmenter les facteurs de mérite. Dans notre cas, nous avons parti cette étude sur le système cuivre arsenic tellure. Ici, vous voyez les domaines vitraux de ce système. Mais rapidement, les verres ils ont été écartés. Cette fois-ci, je n'ai pas précisé, mais bon, ce qu'on cherche, c'est une conductivité électronique, pas ionique comme le cas précédent, en fait. Ils ont été rapidement écartés, justement, dû à les faibles valeurs de conduction ionique. Donc, une fois de plus, on s'est tourné vers la recherche de nouvelles vitrocéramiques thermoélectriques. Dans ce cas, dans cette étude, en fait, le but, c'est d'essayer de chercher une phase cristalline qui va contrôler la conduction électronique, c'est-à-dire une phase cristalline qui a de bonnes propriétés thermoélectriques, qui dans notre cas, en fait, se résumait de façon générale à l'arsenic de tellure 3. Et tout en gardant la phase amorphe, de façon justement de garantir ces mauvaises conductions thermiques. Nous avons parti sur l'étude de 3 échantillons, celui que je vous montre ici, en fait, correspondant à différents endroits de ce domaine amorphe. Et on s'appuyait de façon principale sur la thermodiffraction des neutrons. Correspondant à les premiers éléments, les premiers verres, en fait, on voit ici, on a pu mettre en évidence, ça c'est la température en fonction de θ, en fait, on a pu mettre clairement en évidence la recristallisation de la phase alpha, arsenic de tellure 3, et on voit qu'au bout d'environ 30 Kelvin, il y a une recristallisation complète du matériau. Après, si on change légèrement la composition de 5% autour pour le cuivre et l'arsenic et 10% pour les tellures, les résultats sont plus intéressants et c'est grâce à la thermodiffraction des neutrons qu'on a pu mettre en évidence la phase bêta arsenic de tellure 3. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait, ces phases, il est présente que quelques Kelvin ou quelques degrés, en fait. Il a une présence de 3 ou 4 degrés, lequel après, il va se transformer en la phase alpha pour compléter la recristallisation. Et même si déjà ce résultat c'est intéressant, en fait, parce qu'il a des propriétés thermoélectriques plus intéressantes que la phase alpha, je dirais que le résultat le plus marquant, c'est celui correspondant à la 3e échantillon. Dans ce cas-là, en fait, c'est une fois de plus, c'est la thermodiffraction des neutrons qui nous a permis de mettre en évidence une nouvelle phase métastable non répertoriée dans la littérature. On voit ici les pics correspondant à ces phases. La composition il est obtenue pour microsonde, en fait. Et même si ça ne correspondait pas à cette étude, on voit dans ce cas-là que la recristallisation est beaucoup plus complexe avec l'apparition de phases métastables aussi à haute température. Donc, on a pu, en fait, en changeant de façon judicieuse la composition des verres, arriver à stabiliser une phase stable, une phase métastable, et même mettre en évidence de nouvelles phases. Alors, vu ces résultats intéressants, le but suivant, c'est d'essayer de stabiliser ces phases, mais à température ambiante. Et pour celui-là, on a essayé de justement contrôler en utilisant les pressages SPS, optimiser les paramètres de température, pression et température et temps, de façon justement de trouver ces mêmes matériaux, ces mêmes vitrocéramiques, mais à l'ambiance. Donc, ici, je vous montre les images MEV.
de ces trois vitrocéramiques obtenus, ou aussi on a essayé de faire cristalliser la même proportion de phases cristallines de façon de mieux comparer les propriétés électriques. Alors même si d'un point de vue thermoélectrique les résultats ne sont pas très intéressants, je peux vous montrer ici en fait la conductivité en fonction de la température de les trois verres initiales et les trois vitrocéramiques. On voit en fait qu'on gagne quand même quand on passe de les verres à les vitrocéramiques d'environ 3 ou 4 ordres de grandeur. Donc, pour conclure sur ces parties, en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que si on combine, en fait, si on choisit bien la composition des verres et on les combine avec la sensibilité de la thermodiffraction des neutrons, ou peut-être rayons X, et la variabilité de l'espace plasma sinterine, en fait, on peut arriver à stabiliser de nouvelles phases toujours intéressantes pour la thermoélectricité ou pourquoi pas pour les batteries ou les électrolytes. Alors, le troisième exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui concerne ce qu'on appelle les mémoires ioniques CVRAM ou cellules de métallisation programmables. Ces mémoires, en fait, elles sont utilisées, elles sont créées, ça fait plus qu'une dizaine d'années, grâce à la conductivité élevée des verres argent, germanium, sélénium ou argent, germanium, soufre, et aussi à la dissolution de l'argent dans les verres de base germanium, sélénium, germanium, soufre. Ici, vous voyez la cellule, en fait, la cellule est composée pour une couche extrêmement fine de verres de calcocyanure de germanium, sélénium ou germanium, soufre, où l'argent est photodissous, lequel il est placé entre des électrodes, un d'argent, ou un matériau contenant l'argent, et une cathode inerte, que c'est un métal comme le nickel, le tungstène. Alors, quand on soumet ces cellules à une stimulus électrique, que c'est de l'ordre de 200 millivolts, les ions argent ils vont migrer vers l'électrode inerte en se réduisant, en formant ce qu'on voit ici comme un filament métallique. Donc, dans ce cas-là, en fait, on sera en fait dans un état conducteur de haute conductivité, ce qu'on appelle l'état ON. Si maintenant on inverse la polarité, dans ce cas-là, il va y avoir une dissolution électrochimique. Ce filament il va être dissous et le matériau il va devenir résistif. Donc, on se situera dans le cas de deuxième état, que c'est l'état OFF. Alors, ces mémoires, du coup, en fait, elles vont changer d'un état résistif à un état conducteur avec des temps de commutation de l'ordre de 10 nanosecondes et avec une très bonne cyclabilité. Pour essayer de comprendre, en fait, surtout les temps de commutation courtes, lesquels il n'est pas compatible avec la diffusion de l'argent. Il y a eu historiquement plusieurs hypothèses. Une hypothèse consistait à considérer que les matériaux actifs, ils présentaient une séparation de phases. Et dans ce cas-là, en fait, c'est facile d'imaginer que s'il y a une phase riche en argent, ce filament il peut se former plus rapidement et du coup, la commutation il peut se faire plus rapide et plus compatible, pas seulement à la diffusion de l'argent. Nous avons parti sur ces possibles hypothèses et premièrement, on a travaillé dans notre cas, sur des matériaux massifs, avec un système semblable à ce de les mémoires, en fait, en variant la teneur en argent. Ici, vous voyez la conductivité en fonction de la teneur en argent, et ce qu'on voit, c'est qu'autour de 8-10%, la conductivité augmente de façon abrupte de 7 à 8 ordres de grandeur. Et si on essaye de lier ça à la microstructure, aussi bien pour des images MEV de contraste chimique ou de microscopie en champ proche en contraste électrique, ici vous voyez la phase riche, c'est sombre ici, la phase riche, c'est sombre ici, on voit en fait que ce saut de conductivité se produit lorsque la phase riche, en fait, il se met à connecter. Donc on a un processus de percolation.
Je vous montre ici un résultat nouveau parce que c'est sympa pour moi, je pense, pour aller un peu plus loin aussi sur la microscopie en champ proche. C'est des résultats qu'on a obtenus aussi d'un point de vue mécanique. Autre technique, autre mode en fait de la microscopie en champ proche, c'est les peak force quantitative nanomécanique, où on voit aussi d'un point de vue mécanique qu'on arrive à percevoir ces deux phases. Et ici, on peut voir en fait que ce qu'on mesure, qu'en général, c'est le module d'indentation, que se définit ici. En fait, ce module d'indentation, il est lié à le module de Young. Ce module d'indentation, en fonction de la teneur marchande, on a pu le mesurer pour la phase riche et la phase pauvre. On observe que dès qu'on augmente la teneur marchande, cette phase augmente. Et ce module d'indentation, il diminue, mais le résultat le plus surprenant qu'on ne s'entendait pas, en tout cas dans notre cas, c'est que la phase riche, c'est plus rigide ou moins flexible que la phase pauvre. Une fois avoir analysé d'un point de vue microscopique des hétérogénéités, aussi bien chimiques, électriques ou mécaniques, on essayait d'aller un peu plus loin sur l'analyse de chacune de ces phases. Et pour celui-là, on a couplé la diffraction des neutrons à la simulation de dynamique moléculaire ab initio. Ici, je vous montre les facteurs de structure de 3 verres avec des teneurs d'argent différents, toujours le même système de verres. Et la première chose qu'on voit ici, concernant les prépics, on voit que dès qu'on augmente, qu'on introduit plus d'argent dans notre matériau, en fait, l'intensité de ces pics, il diminue, le qual ce prépic en général, il est lié à l'ordre de moyenne portée, en fait, il diminue, c'est-à-dire que notre squelette de germanium, sélénium D, de tétraèdre, en fait, il va venir se briser de plus en plus avec l'argent incorporé. Alors, je dirais quand même que le résultat le plus surprenant, c'est celui qu'on a obtenu dans le cas des fonctions de corrélation de paires partielles argent-argent. Ici, vous voyez le résultat pour celui qui contient 100% d'argent, où la distance entre les argents, c'est autour de 4,4 angstroms. Et il se réduit à 3 angstroms pour les deux autres échantillons. On voit ici quelques images de la simulation, les tétraèdres chez germanium sélénium D. Et on voit que quand on augmente suffisamment la teneur en argent dans le verre, on peut apercevoir en fait des chemins de diffusion qui se forment dans la boîte de simulation. Maintenant, alors même si on est conscient que la boîte de simulation elle est petite et qu'on parle de distances de l'ordre de l'angstrom, tandis que notre hétérogénéité sont beaucoup plus grandes, quand même on peut essayer de corréler en fait ces phases riches et pauvres à ces distances qu'on trouve pour la simulation. Dans le cas de l'argent 5, en fait, la phase connectée, c'est la phase pauvre en argent, c'est lui qui est le responsable d'une faible conductivité. Et au contraire, dans les échantillons contenant 15 et 25%, dans ce cas-là, en fait, c'est plutôt la phase riche en argent qui est connectée et c'est celui qui va être responsable de la haute conductivité. Donc, on pourrait en fait, associer, dit le fait qu'il est majoritaire, associer ces phases pauvres en argent à des distances où les argents ils sont des distances de 4,4 angstroms, tandis que pour la phase riche en argent, on pourrait les associer à des distances de 3 angstroms environ. Alors, tout ce travail il était fait sur des matériaux de verre massif. Et maintenant, si on passe au dispositif, en fait, c'est plutôt Francesco. Je vais essayer de résumer et vous pouvez lui poser des questions à lui. Il y a eu des mesures plutôt faites in situ sur les dispositifs sévérants. Ici, vous avez la construction ou l'empilement de couches pour réaliser ces cellules sévérants. Et le but, en fait, c'est d'essayer de mesurer in situ la commutation des deux états de la matière, on et off. Ici, vous voyez l'état où la couronne il passe, il ne passe pas, il passe, il ne passe pas, etc. Alors, il y a eu des mesures réalisées sur l'échantillon
les couches, en fait, une fois qu'il était déposé. Et après, une fois qu'il était commuté, ou bien sur la surface, ou bien en profondeur. Je viens rapidement, si j'ai le temps. Ce que je dis, on va faire un ici et un peu plus profond. Donc, du coup, ce qu'on observe ici, si on fait la transformée de Fourier de la signal EXAF, on observe que dans la surface, il y a une contribution de argent-argent avec des distances de argent-argent métallique. Et même en profondeur, en fait, on arrive à montrer aussi que, même un peu moins intense, en fait, des argent-argent métallique. Cette étude il a permis, entre autres choses, il est un peu plus loin, en fait, il a permis de montrer, en fait, que ces filaments hypothétiques que j'ai dit initialement, il existe. Alors, et pour conclure, en fait, j'ai essayé aujourd'hui de vous montrer quelques exemples liés à la conductivité électrique, électronique ou ionique des verres, mais aussi des vitrocéramiques, de calcocyanure. On a vu que pour le développement des dispositifs thermoélectriques et des batteries tout solides, on va plutôt aller chercher des vitrocéramiques impliquant la présence de phases métastables et résultant plus intéressantes que des verres purs. Et d'autre part, pour ce qui concerne les mémoires ioniques, on a vu d'une part que la conductivité électrique dépend fortement de la microstructure des matériaux calcocyanures. Et c'est, je dirais, grâce à l'effet de cette hétérogénéité qu'on va pouvoir les utiliser dans ces mémoires ioniques, dans cette utilisation des mémoires. Merci. Merci, Andrea. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation d'Andrea? Moi, j'ai une question, Andrea. Tu nous as présenté des données de cristallisation des vitrocéramiques avec diffraction de neutrons. Est-ce qu'il y a un avantage particulier à utiliser des neutrons plutôt que des rayons X? Ça, j'ai utilisé des neutrons parce que j'ai plus accès aux neutrons, mais je pense qu'on pourrait le faire quand même. L'idée, c'est essayer de faire d'enregistrer des diffractogrammes rapidement. Et une chose que c'est intéressante, que c'est bien à signaler, que quand on fait des mesures dans ce type de matériaux, on monte en température à une vitesse extrêmement faible parce que les matériaux ils sont facilement cristallisables et cristallisent très facilement. Donc, on monte à une vitesse de 0,1 Kelvin par minute. Donc, je pense qu'on peut le faire sur le cycle. Donc, quelqu'un intéressé pourrait aussi penser de faire ces mesures. C'est pour ça que je dis le cycle aussi. Lourds. Oui. C'est pas comme les oxydes qu'on ne voit pas très bien l'oxygène. Ici, les éléments sont tous lourds, donc on pourrait bien utiliser les rayons X on peut avoir un diffractomètre à la maison au labo pour faire ça, tandis que pour le neutron, c'est plus délicat. Pour les verres, c'est autre chose. Là, les neutrons, c'est vraiment incontournable. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je laisse la parole à David Lecoq. Donc, de la même façon qu'Andrea remercie le STV, moi je vais faire la même chose en fait. Donc déjà, vous m'entendez bien, j'imagine, parce qu'on me dit rien. Donc ok. Donc voilà, je remercie le STV de nous permettre de présenter un peu nos travaux sur les verres de calcogénure. Et puis, comme disait Andrea, en fait, moi en effet, je vais m'intéresser plus au côté un peu optique. Et puis, comme disait Francesco au début, un peu plus au côté un peu technologique et se rendre compte que faire un verre de calcogénure quand on s'intéresse aux propriétés optiques, finalement, c'est pas si simple que cela en fait. Donc voilà. Donc, au cours de cette présentation, je ferai une petite introduction juste pour rappeler un peu le contexte finalement. Et puis, au niveau par la suite, en fait, je présenterai la synthèse des verres et puis notamment la synthèse traditionnelle, celle qu'on utilise couramment en fait dans les laboratoires et voire même dans certains milieux industriels. Et puis quelques méthodes alternatives selon ce que l'on veut faire. Et puis, donc, à la suite de quoi, en fait, je m'intéresserai un peu aux propriétés optiques et puis notamment à comment est-ce qu'on fait pour élaborer certains composants optiques. Alors, je focuserai un petit peu sur les fibres, un petit peu sur la photoinscription qui est un peu un petit domaine de recherche dans lequel je travaille. Et puis, j'ai également utilisé les compétences de certains dans le laboratoire là, pour faire 2 ou 3 slides sur les couches minces.
Donc, voilà. Alors, juste pour rappeler en fait que le domaine infrarouge dans le spectre électromagnétique, c'est vrai que c'est pas un très grand domaine, hein, mais il est quand même très important on a affaire à pas mal de choses et notamment tout ce qui peut être détection de molécules organiques, inorganiques, voilà, plein de petites choses et puis tout ce qui est dans la vision nocturne aussi, on aura pas mal d'applications comme je le montrerai tout à l'heure. Donc, si on focalise un petit peu maintenant sur les matériaux infrarouges, en fait, si on regarde les catalogues donc là j'ai pris ça sur la page web de Janotech, là, en fait, on se rend compte que finalement il y a quand même pas mal de matériaux qui ont des propriétés de transparence dans l'infrarouge, chacun avec ses spécificités, ses domaines. Et ce qui se passe souvent quand même, c'est que soit c'est relativement cher, soit la mise en forme du matériau n'est pas si simple que ça. Donc une des alternatives en fait que nous on utilise au laboratoire, du coup, c'est d'aller vers les verres de chalcogénure qui permettent justement d'adapter la fenêtre de transparence dans l'infrarouge et puis en fait qui ont une relative facilité à être mis en forme selon ce qu'on veut obtenir. Donc, cette courbe-là a déjà été présentée tout à l'heure rapidement par André. En fait, la fenêtre de transparence des verres dit infrarouge. Donc, on voit que la silice, elle coupe un peu avant 4, en fait, sur des massifs, en fait. Et donc après, on a différentes familles de verres. En fait, bon, je ne les ai pas toutes mises. On aurait pu rajouter les phosphates, on aurait pu rajouter les germanates. Mais bon, ce qu'on voit clairement là, finalement, c'est que notre fenêtre de transmission, elle augmente dès qu'on augmente finalement la masse, hein, puisque les fréquences de vibration du réseau vitreux au niveau des grandes longueurs d'onde, voilà, je vais juste faire. Voilà, c'est ça. Donc ici, au niveau des grandes longueurs d'onde, en fait, elle est régie par cette petite loi là. En fait, la fréquence de coupure va être directement proportionnelle aux masses. Plus notre élément va être lourd et plus on va décaler vers les grandes longueurs d'onde les énergies de coupure et de fréquence. Ensuite, ce qu'on peut constater aussi ici, c'est que notre pourcentage de transmission, finalement, en fonction des éléments du type de verre, va diminuer. Et ça diminue tout simplement parce qu'on a un indice de réfraction qui va augmenter et on peut relier directement, en première approximation, on peut relier la transmission globale à l'indice de réfraction, comme on peut le voir sur ces deux petites relations. Donc là, c'est pareil, hein, comme tout à l'heure l'a montré Andrea, en fait. Donc en fait, en fonction de ce que l'on veut faire, on va pouvoir utiliser le souffle, le sélénium ou le tellure avec différents éléments. Donc vous voyez qu'en fait, Andrea, tout à l'heure, s'est focalisée sur le gallium, germanium, arsenic. C'est un peu la même chose ici. Et donc, on peut, selon le type d'application, on va aller chercher des halogènes, on va aller à l'inverse chercher des halogénures, pardon, oui, voilà, par là. Donc, en fonction de ce que l'on souhaite vraiment faire, on peut jouer sur la composition du verre, sachant que la base, bien évidemment, sera le souffle, le sélénium ou le tellure pour réussir à faire ce que l'on veut faire dans le domaine optique, en tout cas. Alors, les petites applications, justement, optiques avec ces verres de chalcogénure, la plus peut-être connue, en fait, c'est tout ce qui concerne la vision nocturne. En fait, ici, sur cette petite image, on peut se rendre compte que, avec notre vue traditionnelle, pourquoi ma souris fait ça, voilà. En fait, ici, on a du mal à détecter, on voit qu'il y a quelque chose, peut-être quand on sait, quand on utilise la caméra infrarouge, en fait, on rend compte que là, on a deux cœurs chauds que l'on voit avec leur radiation à 10,6, hein, environ 10, voilà, c'est ça. Donc, visible grâce à la caméra. On a aussi, donc, du coup, tout ce qui est profil imagerie thermique, on peut utiliser nos verres de chalcogénure dans ces systèmes-là. En imagerie médicale aussi, donc toujours à la détection de chaleur finalement, hein. On a également quelques applications dans l'optique, en fait, et notamment l'optique spatiale, avec des projets dont j'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais si vous avez des questions après, tout ce qui est un gros projet là, qui était sur une mission pour la détection d'exoplanètes notamment. Et puis on a aussi en fait tout ce qui est spectroscopie infrarouge avec notamment la spectroscopie diffuse, donc à base de fibres et de spectroscopie par ondes évanescentes. Alors, donc juste contrairement à tout à l'heure, en fait, dans les propriétés électriques, on est beaucoup moins sujet, on est beaucoup plus sujet, pardon, au niveau des propriétés optiques à toutes les impuretés, en fait. Au niveau électrique, même si on a un petit peu d'impureté, ça ne va pas changer fondamentalement les propriétés du verre.
Mais d'un point de vue optique, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on va utiliser comme matériaux et tous les procédés de purification que l'on peut mettre en œuvre. Donc alors, déjà de but en blanc, en fait, c'est déjà des éléments qui sont de très très haute pureté. Alors ça peut aller jusqu'à 5, voire 6, 7 N en fait, en fonction des éléments. Nos synthèses, contrairement à la plupart des verres d'oxyde, en fait, on est obligé de les faire sous atmosphère inerte, voire même sous vide, en fait. Ça dépend, même la plupart du temps, on va être sous vide. Et même si nos éléments sont de très haute pureté, il faut toujours que l'on mette en place d'autres systèmes, d'autres étapes de purification supplémentaires. Alors, juste pour montrer l'effet de toutes ces étapes de purification supplémentaires, pourquoi est-ce que c'est important? Donc là, c'est tout simplement en rouge. Ici, on a la fenêtre de transmission d'un échantillon massif de quelques millimètres. Ça doit faire 1 ou 2 millimètres d'épaisseur, je pense, sur le verre TE2 à S3 et S5. Et on voit en fait finalement que là, en effet, on va au moins jusqu'à 18 microns pour une transmission supérieure à 50%, alors que dès que l'on ne procède plus à toutes les étapes de purification, on va avoir une oxydation de la plupart des éléments chalcogènes, donc ici le sélénium et le tellure, et puis même l'arsenic d'ailleurs, et de telle sorte que on va avoir une fenêtre qui va être diminuée en domaine de longueur d'onde, et puis également une transmission qui va être très très réduite. Voilà. Donc là, c'est tout l'intérêt de la purification. Alors là, j'ai listé vite fait les 5-6 étapes en fait qui sont très importantes à mettre en œuvre avant de faire notre verre de chalcogénure. Donc c'est tout ce qui est purification des produits de départ. Et là, j'insiste bien, même si leur pureté est très très élevée, en fait, il faut être amené à faire d'autres types de purification. Donc après, là, c'est les pesées en proportion stoichiométrique. Donc là, c'est évident, avec les composés qui sont la plupart du temps stockés tous en boîte à gants, justement pour éviter et prévenir les problèmes d'oxydation. Traditionnellement, ce qui se passe, c'est qu'on travaille dans un montage en silice pour faire nos synthèses, qui sera placé sous vide. Et une fois qu'on a fait ça, il arrive encore qu'on mette en place d'autres étapes de purification avant de procéder au traitement thermique. Alors là, j'ai juste monté deux petits schémas en fait de purification préliminaire sur les éléments de haute pureté. Donc là, sur la gauche, en fait, c'est le soufre en fait que l'on vient purifier par distillation, et puis un peu la même chose en fait pour le tellure. On revient les purifier par distillation de telle sorte que, dans nos réservoirs de départ, ce que j'ai nommé premier réservoir des deux côtés, en fait, on se retrouve avec des impuretés qui ont des températures d'ébullition qui sont supérieures à celles des éléments chalcogènes. Donc, typiquement, ce qu'on peut retrouver, ce sont essentiellement des traces de carbone à cet endroit-là, en fait, au niveau du soufre, et puis là, un peu la même chose d'ailleurs. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, là j'ai pris l'exemple d'un verre justement que j'ai utilisé après en photo-inscription, donc c'était juste parce que c'est celui que je synthétise le plus moi-même en fait au laboratoire, donc en fait c'est pour ça que je suis parti sur celui-là, donc à base de germanium, de soufre, de gallium et de chlorure de césium. Et donc typiquement, on ne s'amuse pas non plus à faire des verres de chalcogénure. En tout cas, si on s'intéresse pour aller faire des fibres optiques, on ne va pas aller synthétiser 15 kg de verres de chalcogénure en fait. Donc nous, on travaille sur des petites masses également, et donc toujours en boîte à gants, comme on peut le voir ici. Donc voilà, donc là c'est un petit exemple en fait. Donc là, on peut jouer sur la purification du soufre. Germanium, gallium, c'est beaucoup plus compliqué en fait de réussir à les purifier. Pareil pour le chlorure de césium. On pourrait mettre en place des mesures de purification supplémentaires, mais c'est pas si simple que ça. Donc on met tout sous vide finalement, comme c'est indiqué ici. Et une fois que tout est placé sous vide, eh bien on va pouvoir faire encore une nouvelle étape de purification sur le soufre. Alors, typiquement, dans ces verres à base de soufre, l'élément qui nous gêne vraiment, c'est tout le temps le soufre qui amène pas mal d'impuretés, notamment de carbone ou d'hydrocarbures, qui sont très durs à éliminer finalement, parce que ces éléments, ces propriétés de ces hydrocarbures qui sont un peu mélangés encore au soufre, ont des propriétés très, très analogues d'un point de vue thermique. Et donc, réussir à les éliminer en travaillant de cette façon-là, c'est vraiment pas simple. Ça demande beaucoup de répétitions de traitement finalement. Et donc, une fois que le soufre il a distillé encore une nouvelle fois ici au travers de la petite canne, eh bien, on peut aller préparer le tube de synthèse finale, comme on peut le voir ici, et puis passer à l'étape dans le tube réactionnel.
Alors, pareil, ici, en fait, pour ceux qui ont l'habitude de travailler un petit peu sur les verres de chalcogénère, ils savent qu'il y a une étape qui est primordiale, notamment, c'est l'étape de montée en température. Donc, on est sous vide, évidemment, mais nos éléments chalcogènes, en règle générale, ils ont des pressions de vapeur qui sont très, très hautes quand on commence à chauffer. Donc, si on augmente la température très, très rapidement de chauffage, en fait, mais on risque une explosion de notre petit tube, même si on a fait un vide très poussé avant. Donc souvent, donc, on fait même des petits paliers que je n'ai pas indiqués ici, en fait, pour justement prévenir ces explosions dues à la pression de vapeur trop importante des éléments. Donc c'est surtout vrai d'ailleurs pour le soufre, plus que pour les autres éléments. Donc une fois qu'on a réussi à atteindre, on va dire, notre température d'homogénéisation ici, eh bien, on va rester au minimum une douzaine d'heures, en fait, en fonction de la quantité de verre que l'on a, en fait, pour homogénéiser les choses. D'ailleurs, je crois que voilà, c'était ça. Et donc, vous voyez, en fait, sur ces deux figures, que si on ne procède pas justement à une homogénéisation, en fait, eh bien, on peut avoir comme vous pouvez le voir sur les deux petites photos, là, quelque chose d'homogène, non homogène, en fait, quand on ne procède pas justement à ces étapes de basculement. Donc, une fois qu'on estime que tous les éléments ont bien réagi entre eux, eh bien, on va descendre un petit peu, on va abaisser en règle générale la température du mélange avant de procéder à la trempe. En fait. Donc là, l'idée, quand on est sur ce palier-là, on a quand même beaucoup de vapeur dans notre tube. Donc l'idée, c'est d'essayer de minimiser les vapeurs de telle sorte que la compo stoichiométrique de notre verre eh bien, se retrouve au plus proche de ce que l'on souhaitait. Donc une fois qu'on a réussi à diminuer la température, on laisse un petit temps. Voilà. Pardon. Et puis, on procède à la trempe. Alors là, c'est pareil, en fait, c'est en fonction de la nature du verre. En fait, soit il va être à l'air, soit il va être à l'eau. Ça dépend vraiment de ce qu'il fait. Il va durer plus ou moins longtemps. Donc tout ça, c'est un peu empirique finalement, et c'est en fonction c'est à l'expérience qu'on arrive à maîtriser complètement cette partie-là. Et puis, pardon, oui, j'ai oublié. Voilà. La dernière étape, en fait, donc c'est l'étape du recuit, évidemment, puisqu'on a trempé notre verre, eh bien, il y a beaucoup de contraintes internes qui se sont mises en place, et puis donc on fait un petit recuit aux alentours de la température de transition vitreuse avant un retour à température ambiante progressive. Et donc voilà, en fait, ce à quoi on arrive quand on procède dans des petits tubes en silice, comme j'ai pu montrer, là, qui font, j'ai pas précisé les diamètres, mais en gros, ça va être, souvent on travaille sur du 10 mm interne. Donc voilà les trois petits verres en fait. Donc là, sur la gauche, c'est un verre typique arsenic soufre. Ici, donc c'est typiquement celui dont je vous ai présenté la synthèse. Et puis là, c'est sans doute un verre de tellure, voire un verre de sélénium à voir en fait. Et donc, une fois qu'on a fait un bon recueil, on peut aller, on va dire, mettre en forme par polissage des pièces qui nous intéressent en fait. Voilà. Alors, quelquefois, en fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller chercher des compositions, comme l'a montré tout à l'heure Andrea, finalement, qui sont un peu en limite de domaine. Et pour essayer justement d'aller chercher des compositions en limite de domaine, et ben, comme ils le font à Montpellier, en fait, ils utilisent des méthodes alternatives, et notamment la méthode d'hypertrempe. Là, donc, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, en fait, mais l'idée ici, c'est d'augmenter la vitesse de refroidissement du verre qui est en train de tomber ici, hein, sous état liquide. On travaille sous atmosphère neutre. Et on augmente la vitesse de refroidissement. En augmentant la vitesse de refroidissement, on a plus de chances de réussir à vitrifier notre matériau. Ces dernières années, en fait, depuis une petite dizaine d'années, un peu moins peut-être, en fait, donc il y a d'autres méthodes aussi, notamment qui sont mises en route par rapport à la mécanosynthèse. Donc ici, donc là, cette fois-ci, on part des éléments de départ, et puis au lieu de faire appel à une énergie thermique, on va faire appel à une énergie mécanique au travers des broyeurs. Et donc là, ce que l'on peut voir, c'est qu'après une cinquantaine d'heures, eh bien, on a réussi à broyer, à obtenir une fine poudre de verre. Alors le problème, c'est qu'à ce stade-là, en fait, on a la poudre, on n'a pas l'objet encore, on va dire, on n'a pas encore le verre dans sa forme finale. Mais avec le développement du frittage SPS, donc, dont a parlé aussi Andrea tout à l'heure, en fait, eh bien, on arrive à mettre en forme nos échantillons. Donc, soit pour faire des fenêtres, comme vous pouvez le voir sur la gauche ici, soit pour faire même des lentilles en fonction des moules que l'on va utiliser ici dans le SPS. Ah, donc là, l'idée de ça, c'est de réussir à faire surtout quelque chose des productions en continu, et puis d'obtenir finalement notre objet sans traitement supplémentaire. En fait, voilà. On peut également jouer aussi, donc c'est ce que j'ai indiqué en fait sur la taille des objets. Alors, maintenant, si on passe plus vite sur la partie fibre, donc
tout d'abord, si on regarde ce qui se passe avec les préformes à saut d'indice, donc d'un point de vue méthode générale, donc la première étape, c'est d'obtenir un barreau de cœur. Donc là, il y a différentes méthodes, soit par moulage, soit par étirage, soit par extrusion, voire même pressage à chaud. Donc une fois qu'on a obtenu notre barreau de cœur, l'idée, c'est d'aller obtenir le tube de gaine. Donc là, de la même façon, on a différentes méthodes pour les obtenir. Donc soit le moulage, soit le perçage, soit l'extrusion, soit de la rotation à chaud. Et donc, une fois qu'on a réussi à obtenir à la fois notre verre de cœur, notre barreau de cœur et notre tube de gaine, eh bien, il suffit que de manchonner les deux, en quelque sorte, hein, remplacer le barreau de cœur dans le tube de gaine, et puis là, on a obtenu notre préforme. Donc ça, c'est la méthode, on va dire, classique pour obtenir, enfin, les méthodes classiques. Alors, il y en a un petit peu, donc c'est peut-être un peu moins utilisé dans les verres de calque junior, c'est une méthode alternative au budding casting. Donc, une fois qu'on a notre tube de gaine, ce qu'on peut faire aussi, c'est venir soit remplir le tube de gaine, soit à l'inverse, venir glisser notre tube de gaine dans un moule où il y a déjà le verre de cœur. Donc voilà, donc ça c'est une autre méthode, mais toujours est-il que ben voilà, au final, on arrive toujours sur une préforme à saut d'indice. Alors ça, je vais la passer finalement parce que je n'ai pas le temps d'en parler, je vois que le temps avance. Ensuite, donc, il y a d'autres types de fibres plutôt que le cœur gaine traditionnel, on va dire. Donc, c'est tout ce qui est ce qui concerne les fibres microstructurées. Donc, il y a une méthode d'abord qui a été développée plutôt sur le stack and roll. Donc, l'idée, c'est de colmater en quelque sorte ici des capillaires de verre dans un manchon, un tube de gaine finalement. Donc, on les colle et puis après, c'est de cette préforme-là, finalement, ça va être d'aller retirer des fibres en fait. Donc, on verra vite fait la procédure de fibrage tout à l'heure en fait. Donc, en fonction de comment on a placé nos capillaires de verre, eh bien, on va obtenir une structure de fibres en conséquence. Donc, les premiers essais n'étaient peut-être pas top. En fait, il y a eu des petits problèmes en fait qui se posaient, mais sur la fin, on avait quelque chose de plutôt correct. Comme on peut le voir ici, les structures géométriques sont vraiment bien définies sur le dernier, là, notamment. Néanmoins, en fait, le petit problème avec la méthode des fibres du stack and roll, c'est que les pertes restent relativement hautes en fait encore par ces techniques. Donc, une autre méthode a été un petit peu développée, c'est une méthode de moulage en fait, hein, toujours pour ça. Donc ici, c'était l'idée cette fois-ci, c'était d'utiliser des capillaires de silice en fait, de venir faire couler le barreau de verre synthétisé au préalable sur les capillaires de silice, comme on peut le voir ici. Une fois qu'on a réussi à refroidir et recuire cet ensemble-là, l'idée, c'était d'enlever les capillaires de silice. Donc, pour ce faire, il y a eu un petit coup de chance, en fait, c'est que le verre, il était super stable au HF, donc il n'était pas du tout attaqué par le HF, tandis que la silice, les petits capillaires de silice ici étaient attaqués par le HF, donc hop, disparaissaient complètement. Et donc, une fois qu'on avait réussi à faire disparaître les capillaires, voilà, on avait cette petite fibre, cette préforme de microstructure, on va dire, qui pouvait nous donner ensuite différentes formes de fibres en fonction de comment on avait justement agencé au préalable les capillaires de silice en fonction de la géométrie que l'on souhaite derrière. Donc vous voyez qu'en fait on peut avoir différents types de fibres avec des propriétés qui peuvent être donc différentes selon ce qu'on souhaite. Et donc là, l'avantage de cette technique, c'est qu'on a gagné quasiment un facteur 10 dans les pertes. Alors j'exagère peut-être un facteur 10, et puis surtout on voit qu'à 6 microns, en fait, on est largement en dessous du dB par mètre. En fait. Donc c'est ce qui est plutôt intéressant pour des fibres de calcul. Et enfin, très dernièrement, en fait, le laboratoire s'est développé dans une méthode d'élaboration de préformes par impression 3D. Donc là, c'est juste tout ça actuellement, pour le moment, en fait, on est en train de développer. Je vois Anne-François, puis Julie qui a travaillé là-dessus. En fait, sont en train de développer une technique en fait pour essayer de tout faire sous atmosphère inerte. Mais là, on est encore actuellement à l'ambiante. Donc, en fait, grâce à cette impression 3D, ils ont été capables de synthétiser des préformes avec des structures telles que voulues. Et ils ont réussi, à partir de ces préformes, à tirer des fibres donc microstructurées avec, comme on peut le voir ici, en fait, une sortie, des fibres qui guident, même si elles ont été, même si les préformes ont été faites à l'air ambiant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est la nature du verre qui a permis de le faire finalement.
Alors, juste en 2 minutes, je vais essayer de repréciser vite fait le fibrage d'un verre de chalcogénure. Donc, vous voyez, en fait, nos tubes, ils sont tout petits. Enfin, nos barreaux, nos préformes, plutôt, elles sont toutes petites, puisque par rapport à ce qu'on peut voir dans les verres de silice notamment, c'est quelques centimètres de hauteur et puis 1 centimètre, on va dire, de diamètre. Donc là, on fait chauffer. Donc, dès que le verre se ramollit suffisamment, bien, on a une goutte qui se forme. La goutte tombe sous son propre poids, elle est récupérée. Une fois qu'elle est récupérée, on vient la passer finalement dans un mesureur de diamètre qui nous permettra de contrôler le diamètre de la fibre une fois que le fibrage est lancé. On vient passer, donc là on ne va pas le voir ici, donc là on voit sur la vidéo qu'on passe sur le mesureur de diamètre. On va passer sur le tensiomètre qui va nous mesurer, qui va nous permettre de voir comment la fibre est tirée finalement, et on vient le fixer sur le tambour ici d'enroulement. Et après on a juste la descente préforme ici et la vitesse d'enroulement pour avoir le diamètre voulu que l'on contrôle ici. Voilà. Voilà. Alors, juste pour finir sur les propriétés générales des fibres en verre de chalcogénure, donc ça on l'a un petit peu vu, mais on peut envisager des propriétés, enfin des applications jusqu'à 9-10 microns facilement, rien qu'en transmission sur les fibres. Donc beaucoup plus que ce qu'on peut voir avec la silice qui est en bleu ici. Et puis voilà les différents domaines dans lesquels on va pouvoir appliquer les fibres. Donc on pourra également les doper de terres rares. J'ai pas trop parlé de ça encore parce qu'on n'a pas le temps en fait en 25 minutes. On a toute sorte d'application, toutes sortes d'applications sur les supercontinuums, enfin d'applications sur les supercontinuums avec les fibres de chalco. On a tout ce qui est la spectroscopie infrarouge, donc le FUSE, le Fiber Evanescent Wave Spectroscopy. Et puis on a également en fait ces fibres qui sont maintenant utilisées de temps en temps pour la chirurgie laser à 16 microns avec le laser CO2. Et il n'y a pas très longtemps, en fait, on a réussi à développer d'autres fibres aussi à base de germanium, tellure, argent et iode, qui nous permettent, donc avec des pertes un peu plus importantes, mais qui nous permettent quand même d'aller à des longueurs d'onde plus élevées que ce qu'on avait l'habitude de faire avec les verres traditionnels à base d'arsenic, sélénium et tellure. Donc là, on voit qu'on arrive à atteindre assez facilement les 13 microns en fenêtre de transparence. Alors, en fait, quand on a les fibres, on a les sources, et quelquefois, en fait, ce qu'il faut réussir à faire, eh bien, c'est connecter un petit peu les deux. Et donc, pour réussir à connecter les deux, eh bien, l'idée, c'est d'avoir des guides d'onde, soit qui permettent de connecter la source et en fait la fibre. Pour ça, en fait, ce qu'on peut faire, c'est imaginer de construire des guides d'onde dans des massifs. Et ces guides d'onde dans des massifs, en fait, on peut les obtenir par photoinscription laser. Donc, 2 types de photoinscription, soit transverse, soit longitudinale. Nous, on a plutôt décidé de travailler avec une inscription longitudinale, c'est-à-dire le parallèle à l'axe du laser. Et lorsque l'on fait ça, finalement, on se rend compte qu'on arrive par photoinscription à inscrire des channels, enfin des channels en fait de modification d'indice sur certaines longueurs, plus que 3 cm, notamment sur des petits objets, et puis avec un profil de delta n qui est de l'ordre de 10-3 au niveau du cœur, et puis un profil gaussien qui est quasiment parfait. Et puis vous pouvez voir ici que notre sortie de lumière en bout de fibre est vraiment très, très symétrique. Le seul petit souci ici, finalement, c'est que la largeur à mi-hauteur de la modification d'indice que l'on vient de produire, elle est seulement de 4 microns. Donc, si on veut aller conduire, grâce à ça, des longueurs d'onde du moyen infrarouge, eh bien, on est un petit peu bloqué finalement, parce qu'on voit qu'on est limité par cette longueur-là. Donc, ça veut dire qu'il faut obligatoirement augmenter cela. Et donc, l'idée ici, ça a été plutôt de faire une seule channel, et bien c'est d'en faire plusieurs. Donc, j'ai pas le temps de préciser en fait comment est-ce que ça se met en place. Mais typiquement, ce qu'on est capable de faire, c'est d'inscrire plusieurs channels, et en fait, on va après avoir un indice de réfraction moyen grâce à toute la modification d'indice, et on va se comporter finalement, on va avoir un profil guidant au centre, donc, comme on peut le voir ici. Et donc, grâce à ça, en fait, on a réussi à montrer qu'on pouvait avoir des pertes à 1,55 pour ce genre de photo-inscription, en tout cas
de l'ordre de 0,1 dB par centimètre. Donc sur de la photoinscription laser dans des massifs, c'est vraiment très, très, très bon. Et j'insiste en fait, parce que souvent c'est un des points en fait qui nous est dit, c'est que souvent quand on fait de la photoinscription, on nous dit que quand on fait de la photoinscription dans les verres de calco, ben, ça ne tient pas dans le temps. Alors tout dépend en fait la nature de la photoinscription qui est faite, la modification qui est faite, mais toujours est-il que ici, ce qui est fait par plasma, en fait, on a un petit plasma qui se crée à l'intérieur de notre guide là, quand on vient photo-inscrire, et ce plasma, on change d'un point de vue structural le verre, et on arrive du coup à avoir des inscriptions qui sont stables dans le temps, comme on peut le voir ici. Donc ça, c'est un point très positif de ce point de vue-là. Et donc, les objets à venir, évidemment, on peut imaginer qu'on va avoir on peut faire des splitters comme c'est montré ici, puis on peut faire aussi des combineurs, enfin voilà, donc plein de composants photoniques pour le moyen infrarouge. Et donc, pour finir en fait sur les types d'applications, donc c'est tout ce qui concerne les couches minces. Donc c'est développé ici aussi, notamment pour une application en tant que détection en fait, hein, pour aller détecter des choses. Donc les différentes étapes, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord l'élaboration de la cible. Donc tout dépend de la nature du verre que l'on souhaite mettre en œuvre. Une fois qu'on a notre cible, eh bien, on vient fabriquer nos films, nos couches minces là. On vient les caractériser. Ensuite, on vient créer des structures pour le moyen infrarouge en fonction de l'application que l'on vise. Ensuite, on vient faire les micro-motifs en faisant une sorte de... je ne trouve plus le terme, mais c'est pas grave. Voilà. On vient faire donc les micro-motifs du capteur. Donc, comme vous pouvez voir là, en fait, on arrive à faire, avec des caches, à faire la structure guidante que l'on souhaite. Et on fonctionnalise après le capteur en fonction de l'élément que l'on souhaite détecter. Et donc là, comme vous pouvez le voir, en fonction du temps de contact en fait du microcapteur avec le polluant qui était à détecter, là, c'était du xylène en fait, voilà, si je me souviens bien. C'était un mélange de BT, toluène, xylène, je ne sais plus quoi, je n'ai plus ça en tête. On a toujours été qu'en fait, en fonction du temps, on voit que notre réponse elle est d'autant plus importante. Et enfin, la dernière slide, en fait, ce sera par rapport aux couches minces aussi. Et donc là, c'est un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, en fait, nos couches minces, elles vont être dopées terres rares. Et donc, grâce à ça, on va être capable finalement d'avoir un spectre d'émission large entre 3,5 environ et puis 5,5. Et ça, c'est en fait très intéressant puisqu'en fait, c'est justement dans cette gamme de longueur d'onde où on va avoir notamment l'absorption de la bande de CO2. Donc voilà, donc je vois que le temps a passé très vite. Je n'ai pas parlé de tout ce que je voulais, donc j'étais un peu plus vite que ce que je voulais sur plein de points. Je voulais juste remercier tous ceux qui ont contribué à me donner des petites images et des petites infos en plus, et puis les étudiants évidemment. Voilà. Donc merci pour votre attention. Merci David. Et j'ai déjà ici sur le chat une question de Olivier Bouty. Il veut savoir quelle est la vitesse d'hypertrompe par rapport à la vitesse de trompe classique. Eh bien, ça dépend en fait. Alors, je ne connais pas les vitesses d'hypertrompe en fait jusqu'à combien on peut aller. Andrea saurait mieux que moi puisque finalement c'est elle qui met ça en œuvre. Nous, typiquement, ce qu'on peut dire, c'est que quand on trempe de 800 degrés, on vient dans l'eau donc à 20 degrés. Donc voilà, donc il suffit de faire un petit calcul rapide. On est de 800 à, je pense qu'on est capable de retourner à une température ambiante on va dire en 30 secondes, 40 secondes. Donc voilà, donc il suffit de faire un petit calcul, mais en hypertrompe, on va beaucoup plus vite en fait. Je ne sais pas combien, si tu as des vitesses en tête, Andrea, tu peux peut-être répondre. En général, c'est de l'ordre, je dirais, entre 10 puissance 5 et 10 puissance 6 Kelvin par seconde, contre 10 puissance 2 et 100 Kelvin par seconde dans la trompe classique, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est peut-être enfin, en fait, c'est pas régulier finalement. En fait, notre température, quand on fait une trempe traditionnelle, en fait, notre température, elle a tendance à diminuer très vite au démarrage, et puis après, c'est un peu moins vite. En fait, c'est pas linéaire finalement. Oui, c'est un peu la même technique, celle de couler sur des rouleaux, la même technique qu'on utilise sur les verres métalliques. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. 10 puissance 5, 10 millions de degrés par seconde pour vitrifier des métaux. Et bon, moi, j'avais une question. Est-ce qu'on peut imaginer que les fibres en chalcogénure puissent devenir supérieures aux fibres silica pour les télécommunications?
Non. Non. À 1,55, c'est impossible en fait. On peut pas lutter avec la silice en fait au niveau des fibres. Est-ce qu'il y a d'autres fenêtres envisageables pour la télécommunication où les fibres calcogénures pourraient être supérieures? Mais en fait, le monde est tellement fait maintenant en fait autour de 1,55 en fait, c'est que il y a aucun espoir finalement de faire quelque chose par rapport aux télécommunications sur le reste en fait. Donc tout ce qui est télécommunication, on va dire que c'est pas un marché pour les fibres de calcogénure en fait. Donc les fibres de calcogénure, c'est essentiellement le transport d'informations infrarouges finalement, et puis tout ce qui concernait le domaine médical. Voilà, avec les signatures infrarouges de ce que je disais tout à l'heure, de molécules organiques ou inorganiques, ou voire même de cellules, enfin de pathologies détectables en spectroscopie infrarouge. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'intervention de David ou celle d'Andrea? J'en vois pas sur le chat, donc on peut terminer ici. Je vous rappelle que dans 15 jours, le 18 juin, toujours à 13h, il y aura le webinaire numéro 15 à propos des verres phosphates. Donc, nous revoir dans 15 jours sur ce site. Bon après-midi à tous.